Et nous revenons sur ce plateau pour la dernière partie du débat d'aujourd'hui. Comme d'habitude, le dernier sujet concerne le Togo. Notre interrogation, comment l'opposition s'organise-t-elle pour les élections à venir? Nous savons que le recensement électoral commence ce 29 avril pour des élections prévues, des élections régionales et législatives. Alors, comment la classe de l'opposition s'organise, ou bien les classes de l'opposition s'organisent, si je puis me permettre. Je commence par vous. Sami ou Rossama, vous avez l'impression de vouloir prendre la parole. Mais vous savez, l'opposition togolaise est pleine dans le processus depuis longtemps. Vous savez que les préparatifs pour la tenue de ces élections ont commencé depuis. Vous avez les représentants de l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Ensuite, vous savez, avant même la mise en place de la cellule, il y a eu un cadre qui a été créé où les partis politiques de l'opposition ont participé à ces séances-là, ont donné leur point de vue, ont fait des propositions, et c'est ces propositions-là qui ont été versées intégralement au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont abouti à des réformes, comme par exemple la révision du code électoral. Ensuite, vous avez vu la révision de la loi sur la décentralisation, la loi sur la création des régions. Donc, sur la base de tous ces éléments-là, au tout début, l'opposition togolaise participait déjà au processus. Ensuite, vous avez vu la création des CELI, où vous avez vu les représentants de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire. Vous allez également voir aujourd'hui que beaucoup de partis politiques de l'opposition se mobilisent également en appelant les populations à se faire recenser. Ça veut dire que l'opposition togolaise s'est réveillée plus tôt. Ceux qui étaient même téméraires à l'époque se sont réveillés de leur sommeil profond. Ils ont commencé à appeler les populations à aller se faire recenser. Ils ont déjà donné le ton de leur participation aux futures consultations électorales. Donc aujourd'hui, comparé aux élections à venir, nous avons une opposition dynamique, une opposition qui participe au processus qui est inclusif. Le gouvernement le veut inclusif, qui est déjà inclusif avec leur participation. Nous avons également les partis politiques de l'opposition qui sont déjà sur le terrain. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui savent ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, ils savent que 2023, ce sont des élections à ne pas rater. Et ils se donnent les moyens pour y arriver. Honorable, oui, votre regard sur l'organisation de l'opposition par rapport aux prochaines élections? Je suis désolé de le dire, mais il y a quand même... on peut parler d'une bonne et d'une mauvaise organisation au niveau de l'opposition. D'abord, la bonne, d'abord. La bonne, Urosama, il vient de parler de l'opposition parlementaire. Et extra-parlementaire. Je parle de l'opposition parlementaire qui se préparait depuis pour les élections. Et cette opposition parlementaire, je voudrais parler de l'UFC, du NET, du PDP, de MRC, et pour ne citer que ceux-là qui se préparent depuis pour les élections et futures, qui ont participé aussi au cadre de dialogue. Et il y a eu certaines oppositions qui attaquent cette opposition parlementaire-là, qui se dit l'opposition la plus, entre guillemets, la plus importante, mais au sein de laquelle il y a quand même un désordre qui ne dit pas son nom. Et vous avez assisté avec moi. D'abord, la satisfaction qu'on peut donner au niveau politique pour cette opposition, c'est que tout le monde a accepté aller aux élections, participer aux élections prochaines. Ça, à quelle opposition? L'opposition extra-parlementaire. Et je dis cette opposition qui attaque à chaque fois l'opposition parlementaire. C'est pour dire qu'il n'y a pas une cohésion au niveau de cette opposition. Mais ce qui a quand même comme terrain d'entente, ce qui a comme entente et que je qualifie de positif dans l'opposition, c'est que tout le monde veut aller aux élections. Pas toutes les élections. Et entre-temps, vous avez pas vu toutes les élections aussi. Non, je le dis, tout le monde veut aller à ces élections, sauf à l'une des élections. Quand vous dites tout le monde, quand vous dites tout le monde. L'opposition, je veux parler de toute l'opposition. Bien sûr. Oui, qui veut aller aux élections législatives. Il y a une partie de l'opposition qui ne veut pas aller aux élections régionales. L'opposition. Mais vous le savez, parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront rien. Nous avons l'opposition qui se dit extra-parlementaire. Qui est extra-parlementaire? Qui se dit la plus importante, mais qui est encore l'opposition de l'opposition et parlementaire, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je disais tout à l'heure que c'est très bon que tout le monde ait accepté d'aller aux élections législatives. Il faut m'exprimer ainsi. Et c'est une satisfaction
que l'opposition, les partis de l'opposition et les associations qui leur sont affiliés au niveau de la DMK aient désavoué l'idée de ne pas aller à ces élections et aux élections législatives. Parce qu'au Togo, si quelqu'un dit, un politique, mais parle encore de boycott des élections, ça veut dire qu'il veut encore ramener l'opposition à 30 ans en arrière. Ça veut dire qu'on ne retient pas les leçons du passé, parce que l'opposition a déjà boycotté des élections législatives dans ce pays. L'opposition est allée aussi aux élections législatives dans ce pays. L'opposition a siégé au Parlement. Et quand on analyse les deux, le fait d'aller aux élections législatives et le fait de boycotter les élections législatives, l'opposition a conclu qu'il a plus à gagner à aller aux élections législatives qu'à les boycotter. Merci beaucoup, actuellement, il faut aller à ces élections, mais je déplore ce désordre-là qui règne au niveau de l'opposition extra-parlementaire, où à chaque fois que les élections s'approchent, on se fait la guerre, on exclut des partis politiques, et il y a ce petit désordre-là. Il faut que l'opposition se ravise très rapidement pour pouvoir espérer et faire un score honorable au niveau des élections prochaines. Pour l'opposition extra-parlementaire, pour l'opposition parlementaire, c'est la sérénité. Ils sont sur le terrain depuis, mais l'opposition extra-parlementaire n'est pas sur le terrain du tout. C'est quand les élections s'approchent que les gens s'activent et ils veulent, et dans le désordre aussi, et ils veulent pouvoir aller aux élections en attaquant certains de leurs propres partis. Donc actuellement, je dis que la sérénité règne plus au niveau du parti au pouvoir UNIR, qui depuis les élections de 2018 occupe le terrain. Là on parle de l'opposition. Non, j'ai parlé de l'opposition, mais je dis que la sérénité règne plus dans le parti au pouvoir. Merci, Beau Soleil. Que dans l'opposition. Merci beaucoup. Dont je parle. Jean Komitalake, quel regard portez-vous sur l'organisation de l'opposition ou, comme je le disais, des oppositions au Togo à l'approche des élections? C'est carrément déplorable. Il faut le noter. Et surtout, il ne faut pas avoir froid aux yeux de le dire. Comment vous voulez qu'on puisse concevoir que cette opposition qui organise des meetings aussi bien qu'à Lomé qu'à l'intérieur du pays puisse être interdite contre toute attente de la constitution de notre pays, puisse aujourd'hui, qu'on puisse nous dire qu'ils sont en train de se préparer, c'est pas logique. On a comme l'impression que le parti au pouvoir, si je peux me le permettre, parce que nous sommes en démocratie, on a comme l'impression qu'ils sont en train de faire deux poids, deux mesures. Nous avons vu le président de la République faire le faux pas à l'intérieur du pays comme partout ailleurs, à la pompe et avec une masse importante de la population qui l'a suivi, qui l'a applaudi. Il faudrait le faux pas qui est terminé la semaine passée. Tout à fait. Il faudrait aussi qu'on accepte aussi que l'opposition togolaise puisse aussi organiser des meetings. Vous savez, je vais vous rappeler un truc qui est très important. Lorsque dans un pays, on n'a pas la chance d'avoir une opposition critique, une opposition à même de tenir la corde, à même de dire des choses à l'encontre donc de ce qui se passe comme on nous sert dans ce pays. Je pense que c'est le peuple qui s'en sort vaincu. Et il faut aussi avoir le courage de donner la chance là à cette opposition qui essaye donc de faire en sorte qu'elle aussi, elle puisse avoir aussi une masse. En d'autres termes plus clairs pour nous tous, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce que j'ai du mal à vous suivre. Il faut simplement assurer que l'opposition togolaise, à mon sens, est étouffée. Étouffée par qui? Par le pouvoir? Étouffée par donc certaines procédures qu'on juge par elle-même ou bien par l'administration peu opportunes pour pouvoir donc sortir ces gronds d'elle-même et faire en sorte que cette opposition ne puisse pas avoir une autorité, une assise importante au sein de la population. Vous pouvez être plus clair parce que jusque-là, j'ai du mal à vous suivre. Lorsque vous interdisez à l'opposition de faire un meeting, cela rime à quoi? Cela rime simplement à un étouffement. Donc il faut lui permettre, il faut lui donner la chance de pouvoir donc aller à l'encontre de sa base, aller à la rencontre de sa base, à la rencontre de ceux et celles qui constituent quand même la base de données de cette opposition-là. Et c'est en ce moment que nous pouvons juger si l'opposition est prête ou pas. Donc selon vous, il n'y a pas matière à juger si elle est prête ou pas.
il y a un grand déséquilibre. Il y a un grand déséquilibre en ce sens que le président de la République qui fait des meetings un peu partout sans être inquiété, et que si l'opposition organise des meetings qu'on juge qu'elle n'est pas opportune, que c'est ceci et cela qui doit donc l'empêcher de pouvoir le faire, moi je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde. Aussi, Il faut équilibrer la chance. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir rencontrer ces personnes sans qu'on puisse utiliser la violence. Je suis contre la violence. Merci, oui, Samir. Oui, moi je pense qu'il faudrait apporter quelques éléments pour rectifier. À moins qu'on nous donne des preuves qu'une opposition depuis quelques semaines, quelques mois déjà, a été interdite d'une manifestation politique. Oui. Il faudrait qu'on nous apporte les preuves. Parce que nous avons assisté à une manifestation politique à Goignivé, qui n'est pas une localité des moindres. Oui, nous avons après cela assisté à une manifestation à l'intérieur du pays également. Et vous avez, le gouvernement manifeste une certaine volonté à faciliter les activités politiques aux différents partis politiques qui animent la classe politique nationale. Donc, c'est de faire en sorte que, lorsque les circonstances le permettent, de faire en sorte que les partis politiques puissent rencontrer leurs partisans, leurs sympathisants sur le terrain. Le deuxième aspect, c'est que quand vous regardez un peu l'opposition extra-parlementaire, aujourd'hui nous avons l'ANC qui pendant longtemps a montré une certaine réticence à participer aux différentes échéances. Notamment, vous avez vu l'élection législative qu'elle a boycottée. Aujourd'hui, l'ANC est présente dans les CELI. L'ANC est représentant dans les CELI. Nous avons le PSR qui est aussi représentant dans les CELI. Nous avons ADI qui est aussi représenté. C'est l'opposition extra-parlementaire. Quoi qu'on dise, on ne peut pas avoir toute la classe politique de l'opposition dans les différentes institutions et démembrements des institutions qui animent ou qui supervisent l'organisation des échéances électorales. On ne peut pas. On ne peut qu'avoir des représentants. Donc, ils sont censés véritablement s'entendre. Maintenant, lorsqu'il y a des faits mineurs comme quoi, dans un parti politique, les gens se querellent s'il faut participer ou non, c'est leur vie intérieure. C'est-à-dire que c'est la vie intérieure du parti politique. Cela ne reflète pas la réalité de la classe politique de l'opposition. Maintenant, ils disent, oh, nous ne sommes pas d'accord, selon les statuts réglementaires. Si un membre défie l'autorité du parti, mais ils appliquent les différents tests qui régissent le fonctionnement de ce parti politique. Ce sont des faits mineurs. Pour moi, aujourd'hui, la bonne nouvelle, comme l'honorable l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, la classe politique de l'opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire, elle est consciente qu'il ne faut pas boycotter les élections. Même si aujourd'hui, il y a une certaine réticence pour les élections régionales, mais ils sont tous prêts aujourd'hui, ces partis politiques de l'opposition, à participer aux législatives. Il faut le rappeler, le pouvoir législatif, ce n'est pas n'importe quel pouvoir au sein d'une république comme la nôtre, une démocratie moderne qu'est aujourd'hui notre pays, le Togo. C'est le pouvoir législatif qui vote les lois, c'est le pouvoir législatif qui contrôle l'action gouvernementale, c'est le pouvoir législatif qui écoute le gouvernement sur un certain nombre de préoccupations liées à la vie nationale. Cette semaine, vous allez, je pense le 26, vous allez assister au discours à la nation du chef de l'État devant l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose. Ça veut dire que l'Assemblée nationale n'est pas n'importe quelle institution. Et il ne faut pas boycotter les élections législatives. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tous les partis politiques de l'opposition sont d'accord là-dessus. Même si à côté, il y a des petites querelles internes, cela ne manque pas dans les partis politiques de l'opposition. On a assisté à ces querelles-là au cours de ces 15-20 dernières années où pour les raisons d'intérêt personnel, les gens sont prêts à en venir aux mains et même à quitter le parti à créer. L'ANC est un véritable exemple où parce qu'il y avait une discorde, le gars a jugé bon de quitter le parti et aller créer. C'est la réalité aujourd'hui. Il n'y a rien qui interdit cela. C'est ce que je dis, c'est la réalité de la classe politique de l'opposition. Non seulement au Togo, mais dans la plupart des pays africains. Et vous voulez qu'on remette le pouvoir à ces gens-là? Pourquoi pas? Oui, je voudrais Beau Soleil. Et rappeler une certaine information par rapport à la restriction des regroupements pour des manifestations, même politiques. On le sait, c'était dû aux crises, Covid, oui, voilà, justement. Et je voudrais rappeler que les faux pas n'ont commencé qu'après, oui, après la levée de ces restrictions. Et en janvier, déjà, la DMK avait organisé son truc-là. Et c'est pourquoi je voudrais que les joueurs comme lui soient plus concrets. Les faux pas, on regroupe, le chef de l'État va dans les régions
où il y a des populations qui Énorme, assistent énorme, les faits traditionnels, honorable. oui, bien sûr, les faits traditionnels ont été même restreints au niveau du pays. Donc, c'est à partir de 2023 que le chef de l'État a commencé par aller vers les populations où il y a des attroupements. Donc, ça veut dire que il y a déjà eu la levée de ces restrictions-là. Et même la DMK, tout ça, avait commencé même à faire des meetings avant la sortie du chef de l'État. Jean-Claude Mitalaké, parlons de la préparation des élections. Nous savons que cette année, nous avons 2 grandes élections, les législatives et les régionales. Quel regard portez-vous concrètement sur l'organisation de l'opposition ou, comme je le disais, des oppositions? Parce que nous savons qu'il y a plusieurs groupements dans l'opposition aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous des démarches dans chaque camp et qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir par rapport à ces élections? Non, écoutez, moi je trouve que l'opposition, qu'elle soit diverse ou unie, c'est le rôle de chaque parti politique d'assumer sa feuille de route par rapport à tout ce qu'elle a mis sur papier pour donc acquérir le pouvoir. Et donc, pour moi, il faut forcément que l'opposition se reconstitue, se ressolide par rapport à la manière de pouvoir faire en sorte que conquérir le pouvoir n'est pas quand même quelque chose qu'on peut obtenir en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je vous donne un exemple précis et je reviens sur mes propos pour dire que lorsque le président de la République a entamé FOPAT, je pense, oui, vous allez voir qu'il y avait eu une certaine préparation en amont de cette rencontre avec donc les populations à la base. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que cette opposition-là sache que ce n'est pas 2-3 mois de ce qui va se produire, de ce qui va se passer en termes d'élections qu'il faut tout de suite bondir et arracher le pouvoir. Moi, je pense sincèrement que notre opposition a manqué toujours de préparation de terrain, de préparation sur le terrain, et ce qui lui a coûté fatalement des victoires qu'on ne saura aujourd'hui dire. Il faut forcément que cette opposition reconnaisse en fait que lorsque je ne me suis pas préparé et que je n'ai pas l'occasion de me préparer à temps avant d'aller à l'élection, je m'attends forcément à des résultats très fataux. Et donc, je ne sais pas s'il faut qualifier cette opposition d'attardadiste ou bien d'une opposition qui ne se prépare forcément pas. Vous savez, lorsque vous ne vous préparez pas avant d'aller à des élections ou à une élection présidentielle, les résultats sont toujours fatidique et surtout fatal. Pour le moment, on a encore quelques mois. Depuis janvier, la DMK a commencé ses mobilisations. En février, l'ANC était sur le terrain. Je vous donne une analyse. On a annoncé une formation tout récemment. On espère que dans les jours à venir, on va les voir sur le terrain aussi. Est-ce que c'est tard? Je vous donne une analyse très pertinente. Dans les années 2017, lorsque le PNP a essayé donc de faire en sorte que le pays soit, je ne sais pas comment le dire, essayé d'arracher le pouvoir au parti au pouvoir, organisé des manifestations de contestation de la gestion. Cela n'a pas commencé qu'en 2017. Cela a commencé des années en bas et nous avons vu... Vous voulez parler des tournées de Tipi à Tchadam? Bien sûr, nous avons tous vu des vidéos qui ont mis le leader du PNP, entre parenthèses, devant des personnes en amont pour pouvoir préparer le terrain. Mais dire qu'aujourd'hui, en 2023, et que les élections régionales vont se produire en 2023 et que c'est maintenant qu'elles se solident pour pouvoir donc aller, je pense que c'est déplorable. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui gagner une élection si on ne l'a pas préparée. Ça se prépare en amont. Il faut forcément des acquis, il faut forcément une activité, des combats à la base pour pouvoir donc asseoir son autorité et que cela permettrait donc à cette opposition de pouvoir conquérir le pouvoir. Sinon, je suis désolé, on risquait de tomber donc dans les délires. Honorable, est-ce qu'on se lève tard pour ces élections au niveau de l'opposition, selon vous? Bien sûr que oui, et ça court au Togo depuis des années. Et l'opposition, je suis parfaitement d'accord avec Talaké parce que gagner les élections, ce n'est pas la magie, hein. Il faut se préparer. Et quand j'ai fait une allusion tout à l'heure que on est au Togo au niveau de partis politiques de unir. Les gens commençaient déjà par préparer même les législatives à partir de 2018. Parce que on ne prépare, ce n'est pas les meetings
où il faut aller rassembler les gens seulement qui donnent ce contact-là avec la population. Les gens, quand vous prenez, les gens sont par exemple, lorsqu'il y a certaines situations au niveau de la population, vous allez voir des députés d'UNIR, des responsables d'UNIR qui vont chaque fois sur le terrain. Il y a aussi des responsables, ça il faut le dire, de l'opposition parlementaire qui descend sur le terrain à chaque fois. Lorsqu'il y a par exemple peut-être je donne des exemples, des catastrophes, vous allez les voir assister la population. Quelques bancs par ici, quelques trucs de tôle par là. Tout ça permet de préparer les élections. Tout ça permet d'avoir un contact avec la population. Et lorsque le temps vient que vous les approchez pour leur parler, de vous suivre là, c'est plus facile que d'attendre. Et surtout, c'est ce que notre opposition fait. Elle perd chaque fois les élections. Et après, on met ça sous le coupole, on met ça sur autre chose, quoi. Donc, d'abord, pour gagner les élections, il faut se lever tôt. Même les élections présidentielles de 2025 qui arrivent. Si on ne se lève pas en 2023, ça veut dire que... Même 2023, c'est trop tard. Oui, c'est ce que je dis. On n'a pas encore fini de préparer les régionales et les législatives. Je vous dis, mais ça veut dire que les régionales, ceux qui se sont levés d'abord en janvier ou bien en avril dans l'opposition pour dire qu'ils s'en vont aux législatives, je vous dis qu'ils sont déjà en retard. Merci. Et ce qui est quand même déplorable, c'est qu'on n'a pas ce contact-là. Et il faut le dire, on a besoin d'une opposition forte dans le pays. Et il faut le dire, ce que l'opposition fait, que ce n'est pas bien. Politiquement, il faut le dire, elle n'a pas ce contact-là. Les leaders de l'opposition, les responsables de l'opposition n'ont pas ce contact permanent avec les populations sur toute l'étendue du territoire national. C'est peut-être aussi dû au fait que l'opposition pense qu'elle a une base solide Et l'opposition est consciente qu'elle n'a plus de base solide parce que l'opposition avait une base solide dans les années 90. Et au fur et à mesure qu'on évolue avec ces querelles-là dans l'opposition et avec cette division, si j'ai parlé des gens qui se querellent au niveau de l'opposition, politiquement, je vous le dis, je fais cette analyse-là pour vous dire que ça n'arrange pas les partis politiques lorsqu'on est divisé. Lorsque UFC était UFC, que les Fabre, ANC et les autres là étaient ensemble, vous allez voir que UFC était plus solide et plus forte que lorsqu'il y a maintenant un UFC à part et ANC à part. Il faut voir dans le cas, le cas qui avait des problèmes au départ et maintenant il y a la FDR qui sont sortis du cas. Ça ne donne pas une sérénité, ça ne donne pas de la victoire, ça ne donne pas l'espoir de la victoire. Je vais prendre un exemple au niveau de la France. Quand François Hollande était élu président de la République, il y avait cette chance-là, cet espoir-là, que la gauche qui se perdait puisse quand même se réveiller. Mais quand les gens ont commencé, au sein même du Parti socialiste, à contester le président, on les appelait les frondeurs en ce moment-là. Et on était contre les décisions de François Hollande. Vous allez voir que François Hollande même n'a pas osé aller briguer un deuxième mandat parce que son parti a été fragilisé. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, le PSR est à lambeaux. Donc, il faut quand même une certaine cohésion, même dans les partis politiques. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut un leadership où lorsqu'il y a de ces problèmes-là, que le leader parle, chacun se met dans les rangs. C'est ce qui fait pérenniser quand même cette sérénité-là dans le parti politique pour pouvoir gagner les élections. Beau Soleil, oui, Samir. Oui, moi je pense véritablement, si vous le permettez, je pense que rien n'est à pour l'opposition togolaise. Vous savez, nous avons la chance d'avoir ces élections-là qui on peut considérer comme des élections locales. Vous savez, un député est élu dans le cadre d'une circonscription électorale. Il est élu, mais il est le député de toute la nation. C'est-à-dire qu'il est élu sur un bout sur une portion du territoire. Oui. Donc c'est des gens connus, au fait. On ne peut pas présenter quelqu'un qui n'est pas connu dans sa localité. Si l'opposition fait ça ou le parti au pouvoir fait ça, c'est une erreur. On présente quelqu'un qui est connu dans sa localité. Même si aujourd'hui, c'est pour dire que si l'opposition n'a pas les moyens de pouvoir réaliser, de faire des tables bancs, d'offrir les tôles, au moins ils sont à proximité de la population. Même s'ils n'ont pas les moyens de médiatiser leur rencontre avec la population, c'est des gens qui ont des villages dans ces localités-là, qui vont régulièrement, qui rencontrent les populations. Donc ils ont la chance, heureusement, puisque c'est les électeurs qui élisent les élus. Les élus. Donc ils ont la chance à partir de ce recensement électoral qui est annoncé du 29 avril au 3 juin, de pouvoir mobiliser un maximum d'électeurs pour que le jour du scrutin, ces électeurs puissent porter leur voix sur leur personne. Donc c'est aujourd'hui
oui, c'est en ce moment où depuis quelque temps, qu'on devra voir l'efficacité de l'opposition. Non seulement de l'opposition, mais des partis politiques dans l'ensemble, de leur capacité de mobilisation des populations ou des communautés à aller s'inscrire sur la liste électorale. Parce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon électoral la phase préélectorale. Si vous ne mobilisez pas les populations à aller se faire recenser, à avoir une carte d'électeur, comment voulez-vous que le jour de l'élection, que leur voix puisse compter dans votre élection? Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense que les partis politiques de l'opposition sont appelés à aller se faire recenser. Et ça a déjà commencé avec le PDP, avec l'ANC et les autres partis politiques qui font un bon travail. Je viens à vous, Boss et Joa Komitalake, vous parliez tout à l'heure d'une certaine situation qui fait que l'opposition ne s'est pas vite levée. On a vu tout récemment des remous dans l'opposition. Je veux faire allusion à la situation de la DMK. Entre-temps, on a annoncé la DMP et on apprend que la DMK existe toujours. Finalement, il parlait aussi des désertions dans les groupes, des scissions des groupes. Est-ce que cela reconforte quand même l'opposition pour ces élections? Est-ce qu'on a des chances d'avoir de beaux résultats selon vous? Oui, aucune scission au sein de l'opposition ne devait en réalité ne pas être un obstacle ou un écueil sur le chemin de la victoire. Parce que chaque parti politique, comme je l'ai dit, a une feuille de route, un cahier de charges qui lui permet de pouvoir conquérir le pouvoir à travers donc, des activités bien précises. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que comment est-ce que je peux conquérir le cœur d'un peuple que je ne connais pas ou que je ne suis pas en contact avec? C'est pas possible. Il faudrait que l'opposition connaisse réellement en tout cas, la population qu'elle compte conquérir. Lorsque vous êtes élu en tant que député ou en tant que président de la République, pendant 5 ans, vous n'êtes jamais allé au contact de la population. Vous n'êtes jamais allé pour rencontrer les populations à la base. Est-ce que vous comptez vraiment dans un pays démocratique ou dans une élection démocratique et transparente? Est-ce que vous pensez que vous allez conquérir le cœur de ce peuple? Non. Justement, c'est parce que en tout cas, les lois de l'élection peuvent ne pas être respectées. Sinon, en réalité, dans des pays démocratiques, un député ou un président de la République qui ne respecte pas ce minimum-là ne peut pas espérer avoir et les divisions au sein des groupements de l'opposition, est-ce que ça peut avoir un impact? Bon, en tout cas, moi, je pense que l'opposition, qu'elle soit divisée ou unie, il suffit seulement d'avoir... en contact avec la population. Être en contact avec la population. C'est ça l'essentiel, en fait. Parce que lorsque vous êtes vomi par le peuple ou que vous êtes allé à la rencontre d'un peuple qui vous rejette, ça se fait voir. Et donc, c'est à vous de conquérir le pouvoir par rapport à ce que vous êtes en train de défendre comme idéologie politique. Merci beaucoup à vous. Malheureusement, peut-être un dernier mot. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les jeunes Togolais qui ont de plus de 18 ans véritablement à se mobiliser en s'inscrivant sur les listes électorales le moment venu au niveau de leur localité, mais également à l'ensemble des populations de pouvoir se recenser véritablement et de participer à la construction de notre pays, le Togo qui est cher à nous tous. Le recensement, c'est du 29 avril au 3 juin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers invités, d'avoir nourri ce débat de vos réflexions. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Regard croisé.